Chaque année, le prix du jeune chercheur, décerné par la ville de Clermont-Ferrand, récompense un docteur fraîchement promu pour la qualité de ses recherches et sa capacité à les vulgariser. Grand gagnant de cette 16e édition, Hugo Flaillac, 29 ans, issu du groupe d'optoélectronique quantique et nanophotonique de l'Institut Pascal. Son travail porte sur les monopôles magnétiques et la magnétricité. On appelle ça la magnétricité parce que, effectivement, c'est complètement analogue à ce qui se passe dans l'électricité. Déplacement de charge magnétique, magnétricité, déplacement de charge électrique, électricité. C'est clair, non? Bon, reprenons pour les deux du fond qui n'ont pas suivi. Créer un courant électrique, c'est déplacer des charges électriques. Comme vous le savez, ces charges sont portées par des particules, les électrons. Électrons à charge négative, naturellement attirés par des charges positives. Le problème pour le courant magnétique, c'est qu'il n'existe a priori pas à l'état naturel de particules à pôle unique, comme l'électron a une charge unique. C'est assez étonnant. On a des charges qui transportent l'électricité, qui sont les électrons, mais pour le magnétisme, alors magnétisme, il faut penser à un aimant par exemple, eh bien, on ne peut pas avoir de charge ponctuelle qui transporte le magnétisme. C'est-à-dire qu'on a toujours le magnétisme qui s'exprime par des aimants, avec un pôle nord et un pôle sud. Et on ne peut jamais séparer ces pôles nord et pôle sud. C'est-à-dire que si vous cassez l'aimant en deux, vous aurez toujours un pôle nord et un pôle sud dans chaque morceau. Et on ne pourra rien faire, on ne pourra pas séparer pôle nord et pôle sud. Donc, c'est comme ça dans la nature et c'est assez frustrant, on n'a pas de particules qui correspondent au magnétisme. Qu'à cela ne tienne, on va les créer artificiellement. Pour réussir votre particule à pôle unique, votre monopôle magnétique, commencez par préparer un fluide quantique. Il vous faudra pour cela isoler quantité d'électrons, puis d'y ajouter des photons, les particules de lumière, à l'aide d'un laser. Afin que ces photons ne s'échappent pas, piégez-les avec des miroirs et ils rebondiront sans cesse dans cette micro-cavité qu'est votre piège jusqu'à s'acoquiner avec les électrons pour former ce que l'on appelle des polaritons qui, en nombre suffisant, donnent ce fluide quantique. Alors les ustensiles ne se trouvent pas à la droguerie du coin ni au supermarché. Mais une fois maîtrisée, la technique s'avère très simple et votre fluide sera réussi en une picoseconde à peine, c'est-à-dire 1/1000 de millionième de seconde. Une fois le fluide formé, créez des vortex. Là aussi, c'est très simple, deux techniques possibles. La première option, c'est de faire écouler le fluide contre un obstacle, simplement. Alors un obstacle, vous allez me dire, quel obstacle dans la microcavité? En fait, dans la microcavité, il y a des impuretés, et ces impuretés, ça se comporte comme des barrières, en fait. Et donc, si on fait propager le fluide à l'intérieur de la microcavité, en fait, simplement en inclinant le laser, si vous mettez le laser perpendiculaire, a priori, les particules ne vont pas trop se propager, mais si vous l'inclinez, vous pouvez faire propager le fluide à l'intérieur. Et si vous faites ça contre cette petite impureté, eh bien c'est comme le principe du torrent avec la pierre. Derrière, vous allez générer des tourbillons, des vortex. Ça, c'est une première option. Et une autre option que vous pouvez utiliser, vous pouvez directement les imprimer avec un laser particulier. Donc disons un laser avec un trou au centre. Et donc quand vous appliquez ce laser, ça va faire tourner la lumière, on va dire. Et là, vous arrivez à les imprimer. Et là, c'est intéressant parce que c'est vous qui décidez l'endroit où il est fabriqué, ce petit tourbillon. Les petits tourbillons ainsi créés, figurez-vous, sont stables. En d'autres termes, leurs caractéristiques sont constantes. Ils vont générer une micro-aimantation vers le haut ou vers le bas, comme le spin d'une particule, pour ceux qui connaissent le terme, et vont avoir une masse virtuelle calculée en fonction de la masse des particules qu'ils déplacent. Ces particules, on l'a vu, sont les électrons, ultra légers, et les photons, dont la masse est nulle, puisque c'est de la lumière. Conclusion, les vortex ont une masse extrêmement faible. Qui dit masse faible, dit possibilité de se propager très très vite. Et c'est ça l'idée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement ça se comporte comme des monopoles magnétiques, c'est-à-dire des charges magnétiques, comme je vous ai dit, mais en plus on peut les déplacer très très vite parce qu'ils sont très très légers. Bien plus rapide qu'un courant électrique, on peut donc imaginer entre autres des microprocesseurs cadencés à des terahertz plutôt qu'aux quelques gigas déjà spectaculaires des fréquences actuelles dans nos ordinateurs. Alors il faut savoir que ces monopoles magnétiques avaient été imaginés par Paul Dirac en 1931 et le fluide quantique par Albert Einstein et Satyendranath Bose en 1925, un peu comme le boson de Higgs, Englert et Braut postulé dans les années 60 et dont on a découvert les traces en juillet dernier au LHC, le grand accélérateur de particules du CERN à Genève. Le LHC qui, s'intéresse désormais aux traces de monopoles magnétiques naturels issus de collisions.
Notez enfin que tout ceci n'est que mon interprétation de non scientifique des informations qui m'ont été données par Hugo Flaillac. Pour des informations parfaitement fiables, je vous invite à consulter la publication de notre lauréat et de son équipe dirigée par Guillaume Malpuech dans la revue Nature Physics et son édition d'août 2012.